Damiano, tous les candidats verdissent leur programme. Qu'est-ce que vous avez prévu de votre côté? Alors, vous l'avez bien entendu, notre liste s'appelle Viva, démocratie, écologie et solidarité. Il y a un point positif, parce que semblait dire que tout le monde parle de verdissement. Et, je crois qu'il y a un point positif, c'est qu'on en parle. Bon. Encore faut-il savoir comment. Et faire la différence, sans doute, entre ce qui relève de l'esthétisme, du saupoudrage ou de la véritable écologie. En ce qui nous concerne, et parce que précisément notre liste s'appuie sur 3 piliers qui sont immanquablement liés, savoir l'écologie et la justice sociale, on ne peut pas faire d'écologie sans justice sociale. Et effectivement, notre projet il est lié aussi à un mode de production différent, de consommation différente. Alors, au titre des mesures qui nous semblent répondre à une véritable urgence, on est conscient de ce qu'il y a des mesures qui relèvent de l'urgence. Il faut vraiment s'attaquer, et comme vous l'avez posé, puisque c'est votre question, au problème de la voiture. Pour résoudre le problème de la voiture, et particulièrement de la voiture individuelle, nous avons prôné et nous avons, comme un point très fort de notre programme, demandé à ce que les transports soient gratuits. Et l'avantage de la mesure transport gratuit, c'est que précisément, elle répond à nos 3 axes. Elle est évidemment écologique parce que c'est le seul moyen de réduire les émissions de CO2, c'est sûr, mais elle est aussi attentive aux besoins économiques, puisque c'est une économie pour les finances des personnes. Et deuxièmement et troisièmement, c'est aussi sur le plan de la solidarité, le moyen de ne pas couper les quartiers extérieurs du centre-ville et de faire le lien. Je rajouterai simplement un plan vélo qui est extrêmement ambitieux, puisque nous allons jusqu'à plus de 390 km de pistes de vélo qui ne soient pas des serpentins, mais de vraies pistes de vélo sans rupture. Mireille Damiano, est-ce que pour vous, donc, est une candidate de gauche, est-ce que la sécurité, c'est une écoutez, je vais vous dire une chose, forte? Je suis tout à fait contente d'être passé après Monsieur le maire Estrosi, parce que quand nous disons, nous, qu'on est dans le pire laboratoire sécuritaire, eh bien, je crois qu'on vous l'a démontré absolument. Bon, alors, vous ne serez pas étonné de comprendre que nous ne sommes pas favorables à ce type de dispositif. Et pourquoi? Parce que précisément, c'est un leurre absolu. Alors, vous l'avez entendu, et j'ai lu comme vous l'Institut Montesquieu de ce qu'il nous dit. Ben, c'est vrai qu'on est la ville la plus surveillée, sans doute, avec un nombre incalculable de caméras, mais on vient de parler du taux d'élucidation, faux. Lorsque on voit ce que nous disent les éléments diffusés par le ministère de l'Intérieur, hein, et qui nous dit sur un certain nombre d'infractions qui sont les plus intéressantes à vérifier, c'est-à-dire les coups et blessures volontaires par exemple, ou bien les cambriolages, on a pour les premiers une augmentation de 13%, et pour les seconds, une stagnation. Alors, en quoi les caméras nous projettent-elles? Sans doute pas du tout. Sur les taux d'élucidation, on voit mal un infracteur aller se mettre sous une caméra pour commettre une infraction. Donc tout le monde sait que ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en conséquence de quoi, quand on regarde même les chiffres on diffuse, on a 30 000 infractions par an sur Nice en 2018. Et vous annoncez, faux aussi, vous annoncez plus de 4 000 interpellations, sauf que c'est sur 9 ans. Donc si vous faites la règle de la division, on est à 500 interpellations. Et je suis avocate. Donc attention, interpellation ne signifie en aucune façon poursuite et encore moins condamnation. Et quand on sait qu'avec les arrêtés anti-mendicité, la plupart de ceux qui ont été interpellés, excusez-moi, sont des SDF qui sont interpellés 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois le même sur la même période, on voit quand même quel type de résultat on peut avoir. Alors en ce qui nous concerne, non à l'exponentielle dépense en cette matière, parce que un des éléments qui était extrêmement intéressant, c'est de savoir que les dépenses de la sécurité sont absolument dithyrambiques et qu'en conséquence de quoi, c'est autant qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Et je vous donnerai 2 chiffres simplement. En investissement, et c'est le budget primitif 2020, en investissement, on a 21 millions d'euros en investissement sur la sécurité, comparé à 2,5 sur la petite enfance. Et en matière de fonctionnement, on a 72 millions d'euros de fonctionnement sur la sécurité et la salubrité contre 25 sur l'action sociale. Voyez la différence, et là où nous mettons l'intérêt effectivement des Niçoises et des Niçois. Donc
un audit sur effectivement la vidéosurveillance, 2, non à la reconnaissance faciale qui est une atteinte absolue aux libertés fondamentales, et fort heureusement qu'on a encore un petit peu le rempart de la CNIL pour venir nous dire quel est le danger, que ce soit dans les garanties qui ne sont pas apportées dans la conservation des données, mais sachez qu'on a toujours l'œil qui est tourné vers les États-Unis, et que les villes, les soi-disant les plus dangereuses des États-Unis, abandonnent ce type de process. Okay. Donc, et oui, à la proximité effectivement d'une police municipale recentrée, mais reformée et resélectionnée pour faire éminemment de la prévention. Mireille Damiano. Bien, écoutez, on retourne dans l'autre sens après. Oui, alors en ce qui nous concerne, on a évidemment une analyse des chiffres, mais avant que d'analyser les chiffres, je crois qu'il est quand même pas mauvais de rappeler ce qu'est la population niçoise. Parce que si on ne rappelle pas ce qu'est la population niçoise, on va être un petit peu à côté de la plaque, si vous me permettez l'expression. On est quand même dans une ville où on a 21% des Niçoises et des Niçois qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est un élément qui est évidemment à comparer sur la France entière où on est à 14%. Ensuite, on a 45% des foyers qui ne sont pas imposables. Donc, par définition, on a une difficulté parce qu'il va falloir prioriser et que la situation telle qu'on nous l'a présentée, qu'on nous la présente aujourd'hui, elle n'est pas enthousiasmante. Parce que quand j'entends effectivement que on nous dit que la dette niçoise est stable, peut-être. Parce qu'effectivement, quand on voit les tableaux démontrent une dette de la ville de Nice qui sont relativement établies. Ceci dit, pourquoi? Parce qu'on a un transfert qui est absolument étonnant sur la métropole et que les chiffres grimpent totalement sur la métropole, de sorte que, contrairement à ce qu'on entend, l'endettement par habitant, il a augmenté plutôt que de descendre. Et on est aujourd'hui quand même à 4 133 € par habitant, soit une augmentation de 22% entre 2012 et 2018. Alors, donc, par définition, on a là un héritage. Si vous êtes élu, vous faites quoi? Eh bien, on a un héritage qui est compliqué. Parce qu'il n'est pas question de dire que cette dette n'est pas à prendre en compte. Sauf que l'analyse des chiffres en main démontre que sur un certain nombre de postes, la sécurité, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi l'environnement, l'environnement, l'événementiel ou un certain nombre de postes, on peut effectivement revoir les choses pour que les priorisations soient différentes et bénéficient enfin au foyer. Quant au fait de dire aujourd'hui la fiscalité, elle est stable, mais dans ce même rapport, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'en l'état de ce que l'État s'est effectivement désinvesti, pourquoi est-ce qu'on est resté relativement stable? Parce qu'on est dans un taux de fiscalité locale et d'imposition locale qui est extrêmement plus forte que d'autres communes à égale dimension française. Donc par définition, 1, il faut revoir cette fiscalité, 2, il faut répartir autrement les ressources de la ville de Nice. Mireille Damiano. Eh bien, je dois dire que, vous le savez, notre programme, il est co-construit avec les habitants des quartiers et on a un grand avantage, c'est le fait d'avoir déjà fait un certain nombre de ce que nous appelons des assemblées populaires dans beaucoup de quartiers. Et ce qui remonte est extrêmement passionnant. Ce qui remonte principalement, c'est le défaut absolu de démocratie dans les quartiers. Alors, si on parlait un petit peu démocratie, donc une des mesures qui est évidemment fondamentale pour ce faire et faire que les Niçoises et les Niçois aient leur mot à dire, c'est d'instituer des comités de quartier citoyens qui ne soient pas ce que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire sans pouvoir décisionnel et sans que d'ailleurs leurs paroles ne soient prises en compte, avec un budget affecté. Donc, du plan démocratique, il faut que dans les quartiers, on ait ces structures-là. Deuxième élément, on va leur apprendre, à tous ces gens qu'on raconte dans les assemblées populaires, ça va leur faire très plaisir, qu'ils ont un patrimoine de 1 800 € par tête de plus, quand on sait que certains n'ont pas de logement. Donc on ne peut pas partir de là sans dire quelle est l'importance du logement social. Notre ville est très en retard et les projets qui sont faits pour rattraper ce retard sont particulièrement indignes. On ne peut pas imaginer qu'on ait des familles avec des enfants à la rue, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient d'ailleurs, peu importe qu'ils soient niçois, étrangers, étrangères, peu importe, ils sont à la rue, ils dorment à la rue. Vous proposez quoi ? Et on a un logement social qu'il faut impérativement booster et pour ça, il faut déjà savoir ce qu'il y a de possible. Et on est dans l'impossibilité aujourd'hui de savoir quels sont les logements disponibles,
disponibles, comment est-ce qu'on peut éventuellement les récupérer, les préempter, les améliorer, et en conséquence de quoi faire que nous atteignions le plus rapidement possible les 25% de logement social qu'on nous impose. Alors, on a parlé des écoles. Moi, je suis intéressé par les horaires d'école, mais encore faudrait-il qu'elles tiennent debout. Or, notre expérience aussi, au travers de toutes les écoles de la ville, c'est qu'elles sont dans un état absolument triste. Les murs, le bâti sont évidemment à revoir. Donc, la première des choses, c'est de faire un effort fantastique sur le bâti des écoles qui permettra un accueil digne des enfants. Bien, après tout ce que nous avons entendu, moi j'ai envie de vous dire quelque chose qui est que la ville de Nice n'est pas un décor de théâtre où finalement on ne s'occupe que du côté jardin et pas beaucoup du côté cour. Et en conséquence de quoi, je voudrais une ville hospitalière, solidaire, où on retrouve un niveau de démocratie active qui permette aux uns et aux autres de reprendre confiance dans une éthique parfaite des élus à la ville de Nice.